Bois.com. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 8h42, c'est l'heure d'Esprit Libre sur Radio Classique. Et comme chaque mercredi, nous retrouvons Ruth Elkrief, éditorialiste à LCI. Bonjour David, bonjour Nicolas. Et Nicolas Bétou, vous l'avez annoncé, Ruth, directeur de L'Opinion, qui titre David, ce matin. Bonjour Nicolas. Ce matin, L'Opinion titre Le grand retour du service militaire. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans les jours qui viennent. Et puis il y a un édito assassin dont on va parler dans quelques minutes de Nicolas Bétou, qui se désespère de la déconstruction politique à l'occasion des discussions et du vote, enfin la non-adoption du budget pour l'instant. Mes amis, on va commencer avec cette enquête de l'IFOP parue hier. On y apprend que le fait religieux s'affirme dans la jeune génération notamment, qu'il est très marqué, notamment donc chez les jeunes gens de confession musulmane, chez les jeunes musulmans de moins de 25 ans pour être plus précis. On assiste, ai-je lu dans la newsletter Time to Sign Off, à une forte réaffirmation identitaire autour de 3 points. L'intensification des pratiques cultuelles, pourquoi pas, la rigidification des rapports de genre, autrement dit, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, toi t'es une femme, moi je suis un garçon, et tout ça c'est très 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 différent. Et puis l'adhésion croissante aux thèses islamistes. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre derrière ça? Ça fait pas nécessairement de ces jeunes gens des terroristes, mais enfin, 57% des musulmans de 15 à 24 ans considèrent que les lois de la République passent après les règles de l'islam, et ça, au pays de la séparation de l'Église et de l'État, et des luttes de la fin du 19e siècle et du 19e et du 20e pour cette séparation. Ça fait désordre. Que vous inspirent ces chiffres, Ruth Elkrief? Beaucoup d'inquiétudes, essentiellement la dernière notion que la religion passe avant les lois de l'État. Comme Français, nous avons une devise liberté, égalité, fraternité et laïcité. Et cela nous permet de vivre ensemble et de vivre de façon libre et dans une forme de neutralité. Donc le retour du religieux, alors qui touche dans ce sondage l'islam. Mais pas que l'islam. Alors, c'est ce que j'allais dire, il touche aussi d'autres religions, le judaïsme, le catholicisme, je dirais plus d'ailleurs par réaction, si on essaye de regarder la chronologie. Mais ces phénomènes sont notables. Alors moi, je dois dire que cette tendance d'augmentation de la religiosité, elle est visible, elle est notable, elle est inquiétante. Et évidemment, elle peut conduire à une forme de séparatisme à l'intérieur de la société, notamment dans les relations femmes-hommes, et ça m'inquiète beaucoup. Et en même temps, j'ai envie de dire qu'il faut, à partir de ce sondage aussi, rappeler que une majorité de musulmans en France sont intégrés, et notamment dans la génération des anciens. Évidemment, c'est la jeunesse qui est en question et c'est l'avenir, donc il faut réfléchir. Ce qui m'inquiète, c'est d'une part... Nicolas Bétou appelle au secours. Oui. Non, mais d'une part, c'est les réseaux sociaux par lesquels passe cette influence religieuse, et d'autre part, les partis politiques qui, et en l'occurrence LFI, qui s'adressent aux musulmans au lieu de s'adresser à des Français musulmans, et ça m'inquiète beaucoup. Je me retrouvais dans la situation de Michel Barnier répondant à Gabriel Attal. Est-ce que je peux dire un mot lors de la passation de pouvoir? Pardon Ruth. Mais pour répondre à votre question, je pense qu'il faut faire un petit détour par la sociologie politique. C'est une banalité de dire que la jeunesse est souvent attirée par la radicalité politique, que ce soit à gauche ou à droite. Et c'est une banalité là aussi de dire que au fur et à mesure où la société se polarise, les jeunes sont de plus en plus radicalisés. Or, il se trouve que une partie de la jeunesse, en particulier la jeunesse musulmane, a fait un lien entre la radicalité politique et le fait religieux. Le fait religieux, la revendication de la religiosité est devenue une posture, entre autres, politique. Et Jean-Luc Mélenchon l'a très bien compris, en utilisant cette forme en transformant la lutte des classes en une lutte des faits religieux. Le musulman est opprimé, il remplace donc l'ouvrier, la classe ouvrière que la gauche devait défendre jadis. D'ailleurs, une thèse ou un diagnostic ou un conseil distillé par Terra Nova, qui n'était d'ailleurs pas une officine communiste. Non, mais c'était une officine social-démocrate, un think tank bien sous ton rapport. Et qui a multiplié les erreurs, vous faites bien de le rappeler. Les jeunes musulmans, en tout cas, revendiquent une radicalité dans la
pratique religieuse qui est leur forme de radicalité politique. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, vous l'avez vous-même dit, David, que lorsque vous regardez le sondage, plus on avance en âge, moins cette radicalité est revendiquée. Et donc, c'est probablement un fait qui est lié à la jeunesse. Après ça n'épuise pas le sujet et ça fait sortir un autre fait qui concerne non plus les musulmans, mais je veux dire les autres, nous, les non-musulmans, c'est l'échec de l'intégration. Parce que ce sondage-là est une illustration assez pathétique d'ailleurs de ce que la société française en général a raté dans l'intégration des populations immigrées, fils et filles d'immigrés, et en l'occurrence musulmane. Hervé Gattegno me disait en amont de cette discussion tout à l'heure que une enquête assez comparable faite en 2016 montrait des chiffres assez similaires. C'est-à-dire que les choses se creusent, mais pas tant qu'on voudrait bien le dire. Alors je pense que les choses se creusent, peut-être pas tant qu'on voulait bien le dire, mais elles sont de plus en plus apparentes. Et ça, Ruth avait raison de le dire, on le voit dans la rue. Et c'est une façon de revendiquer sa radicalité religieuse, sa radicalité politique / religieuse, que de porter des habits qui montrent, qui revendiquent une posture et un fait. Alors il y a un sujet qui est peut-être, je dis bien peut-être, un des dommages collatéraux de la tendance observée et que vous analysez, je vous en remercie, avec beaucoup de circonspection, c'est la remise en cause de la mixité dans certains wagons du métro au nom de la sécurité des femmes. Alors, des wagons pour les femmes et les enfants, pour les délivrer du harcèlement permanent auquel se livreraient les hommes dans les souterrains du métro. Alors on voit bien l'utilité de cette chose. Moi ça me rappelle à Londres la demande d'itinéraire de bus pour les Anglais de confession juive, c'est-à-dire là encore on va isoler des victimes potentielles et là on se demande dans quel monde on vit. Oui, mais c'est une réaction sur la sécurité en l'occurrence et c'est une fausse bonne idée entre guillemets. Parce qu'elle continue dans cette idée de séparatisme. Elle continue elle accentue cette idée de séparatisme. Ça n'empêche pas de s'interroger sur la sécurité des femmes dans les transports, qui est fondamentale, qui s'aggrave, et qui est une question essentielle. Est-ce qu'il n'y a pas une conjonction d'intérêts? Non, mais c'est-à-dire entre des gens très religieux, et des féministes, ou simplement des femmes qui veulent être en sécurité, et une espèce de militantisme qui aboutit à des wagons non mixtes. Non, mais d'accord, ça n'empêche pas qu'il faut s'interroger sur la sécurité des femmes dans les transports et l'assurer et revenir à ce sujet-là et peut-être pas complètement mélanger tous les sujets. Mais voilà, moi je pense que c'est une fausse bonne idée, mais je veux quand même qu'on soit très très vigilant et qu'on assure la sécurité des femmes dans les transports. C'est quand même ça la question plus que la religiosité en l'occurrence dans les transports. Nicolas Bétou, une réaction à ça ou on parle politique? On peut parler politique parce qu'il n'y a pas de... Enfin, je ne vois pas comment je peux débattre de ce que dit Ruth. C'est-à-dire il faut effectivement assurer la sécurité des femmes. Bon, pour une fois, vous êtes d'accord, c'est très bien. Non, mais pas pour une fois. Nous sommes d'accord de temps en temps. Non, mais j'ai la nostalgie de la séquence de la semaine dernière où je ne travaillais pas, vous parliez tous les deux, et vous débattiez, c'était merveilleux. Alors, peut-être que sur le sujet de l'éditorial aujourd'hui de Nicolas Bétou dans l'Opinion, la déconstruction de la politique à l'occasion de ces discussions budgétaires, et notamment hier, vous êtes effondré par la démission du socle commun. Mais oui, parce qu'on arrive à une situation abracadabrantesque, comme aurait dit Jacques Chirac, dans laquelle le Premier ministre a tellement cédé aux oppositions, en particulier au PS, mais aux oppositions en général, y compris au RN, qui a voté dans l'allégresse et l'euphorie un certain nombre d'augmentations d'impôts, il a tellement cédé que le socle commun, c'est-à-dire l'endroit d'où est issu le gouvernement, a dit qu'il ne voterait pas le volet recettes du budget, qui est donc la première partie du projet de loi de finances. Dans un monde normal, le fait de voter ou de ne pas voter le budget vous fait appartenir soit à la majorité, soit à l'opposition. Si vous ne votez pas, vous êtes dans l'opposition. Si vous votez, vous faites partie de la majorité. Or, le fait de ne pas voter pour les partis qui constituent la majorité, enfin la minorité du gouvernement... Horizon, pour être clair, Horizon, Modem, Ensemble pour la République, Renaissance, ils ne votent pas le budget du gouvernement. Républicains. Ouais. Ils ne votent pas. Donc ils sont tous dans l'opposition. Ils sont tous dans l'opposition. Et l'opposition elle-même est amenée à voter un certain nombre de dispositions. Le
PS pourrait très bien voter la partie recette. Ils ont tellement eu, sauf la taxe Zuckman, mais enfin ils ont tellement obtenu dans leur débat budgétaire qu'ils pourraient. Et donc on a une inversion complète du rapport politique et une déconstruction absolue de ce qu'est la gauche, la droite, la constitution d'un gouvernement et la réalité d'une majorité. Ruth, est-ce que c'est pas à la fin de la foire qu'on compte les bouts? C'est pas fini? En fait, c'est ça. Même si tout à fait le spectacle complètement, absolument désespérant, mais en réalité, ça reflète juste le fait qu'il n'y a plus de majorité, que ce n'est plus le gouvernement qui dirige en réalité ou qui conduit, et c'est une question, la politique et la décision finale sur le budget. Et quand on écoute le Premier ministre, il explique qu'après la lecture du Sénat, qu'après la commission mixte paritaire, qu'après la deuxième lecture, il y a une forme de filtre à café, d'entonnoir dans lequel resteront les décisions les plus raisonnables. C'est d'un optimisme un peu... oui, voilà. Complètement incompréhensible. En tout cas, c'est une tactique au moins. Ouais. C'est-à-dire que son discours, c'est de dire aujourd'hui, pas question de faire de 49.3, pas de question de faire des ordonnances. Vous êtes tous responsables et vous vous débrouillez avec ça. Alors évidemment, c'est un spectacle qui est extrêmement décourageant. Ce dîner dont on parlait tout à l'heure avec Hervé Gattegno pour les patrons, c'est évidemment cette lecture du budget à l'Assemblée, elle est à l'origine de ce désespoir, notamment des patrons, mais d'une grande partie des Français. Et donc, mais c'est vrai que c'est à la fin qu'on verra. Après, à la fin, ça peut complètement capoter aussi. À la fin de la foire, malheureusement, ce sera la foire. Parce que le résultat de tout ça, c'est que plus personne ne saura qui a voté quoi, qui a voté pour, qui a voté contre. Et donc, la confusion des opinions publiques va se trouver aggravée. Mes amis, merci pour votre contribution à Esprit Libre. Ruth Elkrief, Nicolas Bétou. Vous le lisez dans l'opinion, vous l'écoutez et la regardez sur LCI. Nous allons nous quitter avec la Bacchanale de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns. C'est l'une des 3 œuvres pour laquelle vous pouvez voter sur le site de Radio Classique et qui sera joué lors des concerts de Noël Radio Classique à Paris et à Bordeaux. J'anime celui de Paris, Jean-Michel Duès celui de Bordeaux. Voici donc la Bacchanale de Samson et Dalila, Camille Saint-Saëns.